Madame, Monsieur, bonjour, ici Michel Gailloux, bienvenue au Régional. Cette semaine, la Chambre de commerce de la Vallée du Richelieu dévoile les lauréats du Gala Grand Richelois. Tourisme Montérégie dévoile également ses lauréats pour le tourisme en Montérégie. Et le fameux pipeline qui traverse Montréal, Portland et qui passe sous le Richelieu fait l'objet d'un premier volet de notre reportage sur ce pipeline. Lundi, le 1er avril dernier, dans la municipalité de Mayflower, en Arkansas, un pipeline s'est rupturé, entraînant le déversement de 1 600 000 litres de pétrole. 30 maisons ont dû être évacuées. Ces images saisissantes que vous pouvez voir sur Internet et à la télévision pourraient être des images en provenance ici même de Saint-Basile, parce qu'il y a aussi un pipeline qui traverse la Montérégie. Ce pipeline, comme en Arkansas, a de l'âge. Celui d'Arkansas a été construit il y a 64 ans. Ici, il a été construit il y a 70 ans. Beaucoup s'inquiètent des conséquences que pourrait avoir un déversement dans le Richelieu, car le Richelieu alimente toutes les municipalités en eau potable. Une perspective que certains jugent inquiétante. Bien des citoyens sont inquiets tant au Canada qu'aux États-Unis. Les fuites majeures de pipeline sont fréquentes depuis quelques années. ExxonMobil possède une fiche peu reluisante à cet égard. En juillet 2011, au Montana, cette fois-ci, une autre fuite de pipeline a déversé 240 000 litres de pétrole dans la somptueuse rivière de Yellowstone, causant des dommages mortels sur la faune et la flore sur environ 110 km. C'est également cette même compagnie qui fut responsable du plus important désastre écologique, le naufrage du pétrolier Exxon Valdez au large de l'Alaska en 1989. En juillet 2010, la rupture d'un oléoduc de la société albertaine Enbridge à Marshall, au Michigan, a entraîné le déversement de plus de 3 millions de litres de pétrole dans la rivière Kalamazoo. Dans son rapport déposé en mars dernier, le Bureau américain de la sécurité dans les transports a dénombré pas moins de 24 transgressions des normes et pointe du doigt l'incapacité de la compagnie de régler les problèmes de corrosion. Ici, dans la vallée du Richelieu, plusieurs citoyens sont inquiets et s'interrogent. Montréal Pipeline, propriété en majeure partie de ExxonMobil, a déjà annoncé son intention d'inverser l'oléoduc construit en 1943 pour transporter de Montréal vers Portland du pétrole de l'Alberta. Un pétrole plus corrosif, à l'origine de plusieurs des récents accidents. Le pipeline date de 70 ans. Compte tenu de son âge, on craint des ruptures et des fuites de pétrole. De plus, l'inversion causerait une pression accrue sur les installations. Qu'arriverait-il en cas de déversement accidentel dans le Richelieu? Montréal Pipeline se veut rassurante, mais les récents événements en Arkansas, au Montana et au Michigan font craindre le pire. C'est que le pipeline traverse l'une des plus belles régions touristiques et agricoles du Québec, en Montérégie, de Saint-Basile à Dunham, en passant par Saint-Césaire. Pour les citoyens de la Montérégie, ces questions sont cruciales. Pour ceux de Saint-Césaire, elles sont vitales. Le pipeline passe très près de la ville. Vous êtes inquiet par rapport à ce pipeline. Pourquoi? Mais disons que moi, je m'occupe surtout des travaux publics, de l'eau potable. Et c'est nos sources d'eau, la nappe phréatique étant comme deux sections, et ça touche aux deux sections de notre nappe phréatique pour l'eau potable. C'est pour ça qu'on est inquiet s'il arrive un accident ou quoi que ce soit. Là, on n'est pas à l'abri de... Et surtout que les puits ne sont pas trop profonds et sont à risque. La ville de Saint-Césaire puise son eau potable à partir de 3 puits qui alimentent le réservoir en eau potable de la ville. Le puits Honoréville, ou le puits communément appelé numéro 3, se trouve à moins de 500 mètres de la station de pompage du pipeline et à 1 mètre seulement dans le sol. Et la ville cherche d'autres sources d'eau potable. Un déversement pétrolier serait catastrophique. Ça fait 2 à 3 ans qu'on cherche de l'eau ailleurs, un peu plus loin, et on n'en a pas.
C'est la seule place qu'on trouve de l'eau qui est potable. Et c'est pour ça qu'on est inquiet. S'il arrive quelque chose, la ville elle va être dans un méchant problème. Il n'y a aucune source d'eau potable pour les citoyens. Si jamais il y avait un déversement accidentel, finalement, vous auriez plus d'eau. Non, on n'aurait plus. Si ça touche les 2 nappes phréatiques. Et même on regarde présentement pour faire la recharge de nos puits avec la rivière. Et le pipeline passe dans la rivière. À l'origine de ces inquiétudes, un incident survenu en 1999 à la station de pompage qui aurait pu causer de graves problèmes d'approvisionnement en eau potable. Celui de 99, j'étais présent. Un de mes employés qui demeurait dans ce coin-là, et en s'en venant travailler, il a vu ça. Et je ne peux pas vous dire c'est qui a appelé les policiers, mais nous autres, on est arrivés dans les premiers. Et tout de suite, là, on a pris des mesures parce que ça coulait, là, près du chemin. Ça sortait comme une brume, là, ça montait très haut dans les airs, puis même il y avait une maison proche. Ça tombait jusque sur la maison. Le pétrole sortait, oui, carrément comme on voit dans des films de oui, pétrole. C'est ça. Il était dans la cour du Montréal Pipeline, et là, il y avait un fossé, et ça prenait le fossé. Alerté, Montréal Pipeline a mis 45 minutes avant d'arriver sur les lieux. Un délai suffisant pour que 45 000 litres de pétrole s'écoulent sur le sol près du puits numéro 3. Une maison, d'ailleurs, à proximité, a carrément été aspergée. La maison juste en face, très près du chemin, c'était tout à tout noir, la maison. Et tout de suite, nous autres, on avait... ça coulait vers un fossé qui s'en allait à notre puits artésien de la ville. Fait que là, j'avais quelqu'un, moi, qui s'en venait avec du sable pour la ville. Et je lui ai appelé là, tout de suite il est venu bloquer le ponceau pour que le pétrole s'en aille vers nos puits. Heureusement, l'intervention rapide de Mario Dufresne et d'un employé de la ville ont évité le pire. Ce sont les citoyens qui ont alerté Montréal Pipeline parce que la fuite était trop faible pour qu'ils la remarquent. Plus tard, ils ont dit que vu que c'était un tuyau juste une demi, là, ça n'a pas déclenché une alarme directement parce qu'il n'y avait pas une grosse perte de pression. C'est la même raison qui a fait qu'en 2010, au Michigan, dans la municipalité de Marshall, la société Enbridge a mis 17 heures avant que les employés réalisent que la faible baisse de pression était due à une fuite. Environ 20 000 barils de pétrole se sont déversés dans la rivière Kalamazoo, l'un des plus importants déversements en sol américain à ce jour. Aux caractéristiques qu'ils utilisent pour pomper, ils pompent avec des pressions extrêmement élevées. Donc, une petite fuite va faire un petit changement. Puis c'est un peu ça qui est arrivé quand il y a eu l'accident de la rivière Kalamazoo en 2010, c'est que quand il y a eu une crue de la rivière, il y a un arbre qui a frappé le pipeline dans le fond de la rivière. Le pipeline a déchiré sur une longueur de 36 pouces. Les opérateurs qui étaient à la station, ils ont dit « Oh, on a un problème ». Fait que là, ils ont commencé à faire des tests, mais avant de dire « On arrête tout, puis on va voir qu'est-ce qui se passe », mais ils ont dit « C'est peut-être un problème de pompe », puis ils ont augmenté la pression dans la conduite pour voir si cette ville-là venait de problème. Enbridge a donc augmenté le déversement dans la rivière Kalamazoo. Umaru Savadogo, ingénieur et professeur titulaire à l'École polytechnique de Montréal, croit aussi que les petites fuites sont celles qui peuvent poser le plus de problèmes, parce que plus difficilement détectables. Oui, ça, ce sont les risques, oui, c'est vrai, parce qu'avec les petites pluies, c'est très difficile de voir en fait une baisse notable de la pression, donc ça va être extrêmement difficile de pouvoir le détecter. Bon, il y a aussi des méthodes encore optiques qui permettent en fait, mais qui sont un peu plus coûteuses et puis un peu plus difficiles à installer, qui permettent en fait de suivre, j'allais dire, le comportement en fait des pipelines. Mais généralement, les gens vont se fier en fait à la baisse de pression pour pouvoir savoir s'il y a un incident ou pas. En plus du délai pour se rendre compte de l'incident, il faut ajouter le temps pour se rendre sur les lieux. Les équipes d'intervention de Montréal Pipeline sont localisées à Montréal, donc à 45 minutes de Saint-Césaire, si tout va bien, s'il n'y a pas de congestion routière. S'il y a un problème de congestion, ça veut dire que ça peut prendre plus de temps. Et il y avait une autre équipe qui venait de l'autre côté vers les États-Unis. Là, ils sont arrivés quasiment en même temps. Là. Autre difficulté, selon Kevin Dufresne, la plupart des valves doivent être fermées manuellement.
Sur la ligne, il y a seulement 3 ou 4 valves au Québec pour fermer, advenant un problème. Donc ici, qui est juste dans le champ ici en arrière, vous avez peut-être vu là, avec les barrières jaunes, celle-là est automatique, mais c'est la seule valve automatique sur le réseau dans notre coin. Donc s'il y a un bris qui se passe juste l'autre côté de la valve, bien, ça va se déverser du top de la montagne de Sutton, dans le fond, jusqu'à Saint-Césaire. Fait que c'est des quantités phénoménales qui vont se déverser parce qu'il faut que quelqu'un aille manuellement fermer des valves sur le réseau. Il faut qu'il trouve les valves, qu'il les ferme. Mais les citoyens de Saint-Césaire ne sont pas les seuls touchés par d'éventuels bris de conduite. À moins de 2 km de Belleuil, à Saint-Basile, le pipeline traverse le Richelieu. Dans un document de l'Office national d'énergie qui a été fait l'Office national du film, excusez-moi, qui a été fait c'est assez vieux comme vidéo, là, je pense des années 70. Ils ont montré la construction du pipeline en 1941, 1950, là, à tous les moments où est-ce qu'ils ont fait les différentes lignes. Ils montrent qu'au niveau du fleuve Saint-Laurent, les 3 fois qu'ils traversent la rivière Yamaska, les petits ruisseaux comme ici, et la rivière Richelieu, le pipeline est seulement déposé au fond du sol. Fait qu'il est creusé sur les berges, mais à la minute qu'on tombe au niveau de l'eau, il est déposé dans la rivière, directement sur le lit de la rivière. Fait que c'est sûr que oui, il peut y avoir une accumulation de limon avec le temps qui s'est fait par-dessus, sauf qu'il n'est pas protégé. S'il y a un bateau qui jette son ancre directement dessus, bien, il touche directement au pipeline. Au retour, ne jetez pas l'ancre dans le Richelieu. Une petite pancarte de chaque côté du Richelieu indique justement qu'il ne faut pas jeter l'ancre. Un avis qui ne rassure pas Yves Lessard, ex-député du Bloc québécois, très impliqué dans le dossier de Montréal Pipeline, et préoccupé par le projet d'inversion avec du pétrole albertain. C'est donc dire que là, vous inversez le flux du pétrole avec un pétrole qui n'est plus le même. C'est plus la même qualité, là. Parce que c'est pas un pétrole qui est finement raffiné, si on veut. C'est un pétrole qui est plus rugueux. C'est un pétrole des sables bitumineux. OK? Dans un tuyau qui est déjà vétus et qui est déjà, je dirais, limé dans un sens, avec 70 ans de transfert du pétrole dans un sens. Donc, on va inverser ça. Pour réussir à l'inverser maintenant, ça, c'est le premier danger. Le premier danger, c'est vieux. Deuxième danger, c'est qu'on l'inverse. Et troisième appréhension, c'est que pour réussir cette inversion-là, il faut mettre des pompes neuves. Donc, vous mettez des instruments de force sur du vieux pour pouvoir pomper le pétrole à l'inverse et notamment pour le faire franchir le mont Sutton. L'accident du 1er avril en Arkansas fait suite à l'inversion justement du flux pétrolier avec du pétrole albertain. Oumarou Savadogo convient que le pétrole albertain est plus corrosif. Ça, c'est vrai, ça, c'est un danger. Parce que le pétrole de l'Alberta en termes de corrosion est plus agressif que le pétrole, j'allais dire, dit conventionnel. Il est plus abrasif. Oui, il y a ça aussi. Donc il est plus corrosif de façon générale. Et en ce moment-là, tout dépend encore de l'état du pipeline. S'il se trouve qu'on a un pipeline dont la maintenance a permis d'avoir en fait des conditions où l'intérieur, il y a des systèmes de protection, c'est-à-dire des couches d'oxyde par exemple, ou des systèmes de protection qui sont relativement adéquats, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Mais la meilleure garantie de sécurité, c'est l'entretien du pipeline. Beaucoup plus que son âge avancé, la vigilance et les réparations peuvent allonger sa durée de vie bien au-delà des 50 ans prévus. La première considération, c'est vraiment l'entretien. Si dans l'historique en fait, du pipeline, en fait, il a été très très bien entretenu, en termes au niveau des revêtements, le suivi, et qu'on connaît vraiment bien l'état en fait, du pipeline, on peut dire que potentiellement ce n'est pas dangereux. Mais dans le cas contraire où l'entretien n'a pas été très adéquat, on peut dire qu'après un certain nombre d'années, ça peut être inquiétant. Mais même si l'âge, j'allais dire, de retraite en fait, du pipeline n'est pas atteint, si l'entretien n'a pas été fait de façon efficace, ça peut être relativement inquiétant. L'entretien, voilà la clé. Mais les documents et le protocole d'entretien de Montréal Pipeline n'est pas public. Qu'est-ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a certains endroits que les tuyaux, avec l'érosion des sols, le vent, surtout au niveau des champs, les tuyaux sont dégagés et qu'on voit des tuyaux apparaître en surface. Puis,
comme je vous disais, il y a quelqu'un qui l'a accroché à Saint-Angèle, juste ici à côté du camping. Il y a quelqu'un qui l'a accroché en labourant récemment au printemps dernier. En faisant ses labours, il s'en venait avec son tracteur puis il a accroché le pipeline. À Sutton, à des places en montagne, le tuyau, il sort de terre à certains endroits. On voit vraiment, là, le tuyau il est complètement rouillé. C'était prévu qu'il sorte de terre ou c'est à cause de non, l'érosion? c'est les problèmes d'érosion. Le danger ne vient pas que du fond de la rivière. Par sa configuration géologique, le bassin versant du Richelieu s'étend sur plusieurs kilomètres. Un bris, même dans le sol, loin des rives, peut faire couler du pétrole dans la rivière. Vous voyez ici les pentes, que vous soyez vers le nord-ouest ou le sud, vous voyez des pentes des deux côtés. Alors, si vous avez un bris, automatiquement, ça se ramasse dans le Richelieu. Que le bris soit à 1 kilomètre ou à côté du Richelieu. Pourquoi? Parce que nous sommes ici sur l'ancienne mer de Champlain. Donc, dire en dessous de nos pieds, vous avez à des endroits, c'est à 8 pieds, d'autres, c'est à 20 pieds, peu importe. Vous avez de la terre meuble. Après ça, vous vous trouvez sur de la glaise compacte. Alors, c'est donc dire que cette glaise-là n'absorbe pas, elle. OK? Alors, le pétrole qui migre dans la terre va, lui, s'acheminer naturellement vers le Richelieu. Umaru Savadogo estime en outre que le sol du bassin versant peut causer une détérioration plus rapide du pipeline, donc des possibilités accrues de corrosion. Est-ce que le bassin versant du Richelieu présente un danger supplémentaire parce qu'on fait passer un pipeline justement en plein milieu de ce bassin versant? Ça, c'est vrai, oui, parce qu'on est en milieu très humide et l'humidité joue un rôle très important. Et en ce moment-là, il faut avoir des méthodes de protection, en particulier si vous utilisez des revêtements qu'on appelle mécaniques, c'est-à-dire des uréthanes, des époxys. Il faut s'assurer d'avoir la bonne qualité et la bonne façon en fait, de faire le revêtement pour éviter justement des infiltrations. Donc, la qualité de la protection joue un rôle très, très important justement dans ce cas-là. Majeur. Oui, majeur. Yves Lessard se défend bien d'être alarmiste. Il invite à la prudence les pouvoirs publics. Chaque jour, le pipeline transporte de 200 à 350 000 barils de pétrole, un flot important. Oui, vous avez tout à fait raison. Si on se retrouvait, parce qu'il y a des gens qui disent, écoutez, il ne faut pas être alarmiste. Moi, je ne suis pas de nature alarmiste. Si on se retrouvait avec une compagnie responsable qui nous disait, oui, on a besoin de transporter le pétrole. C'est moins dangereux de le transporter dans un pipeline comme ça que, par exemple, sur les routes ou en train ou peu importe. Et on va faire un tuyau neuf. Mais là, on n'est pas dans cet ordre-là. Pour des questions d'économie, ils disent on va mettre des pompes neuves sur du vieux. Y a-t-il d'autres façons plus sécuritaires de transporter du pétrole? Umaru Savadogo ne croit pas. Au contraire, il estime que compte tenu du réseau de pipelines en Amérique du Nord, ce moyen demeure l'un des plus sûrs. On voit ces cas qui ne fonctionnent pas, c'est-à-dire où il y a des incidents. Il y a des cas où justement il n'y a pas d'incident. Je vous rappelle quand même qu'aux États-Unis, il y a 2 millions de pipelines, 2 millions de kilomètres de pipelines, un peu plus. Et au Canada, il y a encore 242 500 kilomètres de pipelines, dont 42 400, 500 kilomètres de pipelines. Donc, les incidents, ce n'est pas tous les jours. En termes, j'allais dire, de durabilité et de pollution, le train probablement est plus polluant que les pipelines. En termes de coût aussi, le train est probablement plus cher que le pipeline. Les pipelines sont là pour rester, et celui de Montréal-Portland en particulier. Mais au-delà des risques, deux questions demeurent fondamentales. Qui paie la facture de décontamination? L'accident de la rivière Kalamazoo au Michigan a coûté 810 millions de dollars au gouvernement américain. Qui est responsable? Vous l'avez soulevé tantôt. Qui serait responsable dans un cas semblable? Okay? On l'a vu ailleurs, que ce soit en Ontario lorsqu'il y a eu des déversements, parce qu'il y en a eu là, dans différents États américains et tout ça. Les compagnies se rendent responsables de la réparation et la plupart du temps, les dégâts, c'est les citoyens et aussi l'État qui est obligé de prendre ça en charge. Veut pas, c'est des batailles juridiques à pu finir. L'autre question importante, sommes-nous prêts pour intervenir dans le cas d'un déversement important, comme dans le Richelieu par exemple? Et qui doit en assurer l'initiative? Les multiples juridictions n'ont rien pour favoriser les interventions rapides. Il y a des gens qui se doivent de répondre. Alors, c'est les différents paliers de gouvernement.
Donc, vous avez 3 niveaux de juridiction ici. Vous avez, ici, on est sur le territoire de Saint-Basile-le-Grand. Si on traverse la rivière, on va être à Saint-Mathias. C'est donc une juridiction municipale. Okay? Alors, dans le sol, pour pouvoir utiliser le sol pour aller chercher des minéraux ou encore, peu importe, exploiter ce qui est en dessous du sol, c'est le gouvernement provincial, donc ce qu'on appelle les CLIM. Okay? Mais lorsque vous installez, et le tuyau comme tel, il appartient à la compagnie. Lui, il est responsable du tuyau. OK? Alors ça, c'est le privé. Donc, le 3e palier de gouvernement, c'est le gouvernement fédéral. Ce qui coule dans le tuyau, c'est de juridiction fédérale. Mais advenant que l'inversion du pipeline se fasse sans l'avis du BAP, et malgré les citoyens, peu de recours sont possibles. Si quand même, malgré tout, on inverse le pipeline avec l'aval du gouvernement du Québec, parce que, bon, on sait qu'il y a de l'argent, des gros sous qui sont en jeu, vous faites quoi? C'est la question qu'on se pose en ce moment. En ce moment, on fait beaucoup de pression pour que le gouvernement s'implique. Et on sait très bien qu'avec qu'est-ce qu'on a fait comme test, qu'est-ce qu'on a fait, pas comme test, mais je veux dire, qu'est-ce qu'on a été chercher comme information, toutes les analyses qu'on a fait, on sait que dans l'état actuel, le pipeline il est dangereux. Mais Yves Lessard est catégorique. Pas question de procéder à l'inversion sans un examen du BAP. Il y a une condition primordiale, c'est d'abord que le BAP se prononce. C'est chez nous, hein? C'est au Québec, c'est chez nous. Et pour nous, ici, ceux qui ont autorité pour venir nous éclairer là-dessus, c'est un organisme gouvernemental québécois, okay, paragouvernemental, qui a mandat pour ça, avec des spécialistes, pour nous dire « inquiétez-vous pas », ou bien « inquiétez-vous pour telle raison ». Donc, à mon avis, oui, c'est l'Agence canadienne de l'énergie, mais il faudra qu'ils entendent d'abord le BAP pour savoir s'ils doivent procéder. Sinon, je vous dis, moi, je serai un de ceux ici, là, auprès des valves, là, pour pouvoir manifester contre ça. Là. La semaine prochaine, nous vous présentons la 2e partie de notre reportage « Où en sont les pouvoirs publics ».